dans l'actualité de ce samedi 2 février à la une. Dans l'actualité de ce samedi 2 février à la une, parité homme-femme, le débat refait face à l'Assemblée nationale. Les femmes parlementaires réclament plus de représentativité féminine au poste de prise de décision. C'est une grande avancée dans le processus de la réforme judiciaire et une bonne nouvelle pour les personnes condamnées en matière criminelle. Il existe désormais une chambre criminelle pour réexaminer les recours formulés par les condamnés au niveau des tribunaux d'instance. Et toujours pour l'activité des candidats Conakry, le secteur est miné par les clandestins et la Banque centrale est bien claire sur les mesures à respecter pour mieux réglementer ce marché de devises. C'est tout pour les titres, encore une fois. Bienvenue à tous. Nous commençons par l'activité du Premier ministre. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a présidé hier la 9e Assemblée générale ordinaire du Comité national de lutte contre le sida. La rencontre s'est focalisée sur le bilan annuel de la riposte au VIH-Sida courant 2018 et sur les perspectives pour 2019. Hadi Kamara, bruit de presse de la primature. Cette 9e Assemblée générale ordinaire du CNLS a passé au crible toutes les questions relatives au bon fonctionnement de la structure. Ici, il s'est agi de faire le bilan de la riposte et les stratégies adoptées pour lutter contre le VIH-Sida en Guinée. Le pays, avec l'implication de tous les partenaires et acteurs de la riposte, s'est doté d'un nouveau cadre stratégique national de lutte contre les IST-VIH-Sida pour la période 2018-2022. Le nombre de sites qui ont offert des services en matière de conseil et dépistage volontaire du VIH est de 138 sites en 2018 contre 112 en 2014. Permettant à peu près de 160 000 personnes de connaître leur statut sérologique. Le nombre de sites pour la prise en charge en ARV antirétroviraux a doublé depuis 2016. Le pays compte aujourd'hui 142 structures délivrant le traitement ARV et gratuit sur toute l'étendue du territoire national. Notre pays a bénéficié encore de la confiance du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, avec l'octroi d'un don de 55 300 000 dollars américains en faveur de la lutte contre le sida. Les partenaires techniques et financiers ont tous salué les efforts consentis par la Guinée dans le cadre de la prévention, de la sensibilisation, du traitement et de la recherche des financements en faveur de la lutte contre le sida en Guinée. Toutefois, les défis restent dressés devant le CNLS. Les défis importants restent à confronter, notamment pour la prévention de la transmission mère-enfant, qui demeure une préoccupation étant donné que seulement moins de 1/3 des enfants séropositifs bénéficient de traitements antirétroviraux et que les femmes enceintes bénéficient de traitements pour la prévention de la transmission mère-enfant également à un taux de environ 1/3 pour protéger leurs enfants. Les financements de la réponse reposent à plus de 90% sur les ressources extérieures. Ceci est de nature à compromettre la durabilité des acquis et la pérennisation des succès que nous enregistrons. Le Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana a invité toutes les parties prenantes à faire preuve de sagesse, de compétence, de soutien, de dynamisme et d'efficacité pour contribuer à inverser la tendance évolutive de cette maladie en Guinée. Il demeure essentiel d'intensifier les efforts requis pour y arriver, à savoir une meilleure couverture des besoins d'intrants VIH. Je sais et je le dis qu'il y a des faiblesses à ce niveau dans la mise à disposition à temps des moyens requis. Le gouvernement améliorera cette situation en concertation avec nos partenaires techniques et financiers. Dans ce cas d'espèce, les moyens justifient la fin. Si nous y mettons les moyens,
nous arriverons à éradiquer la maladie le plus rapidement possible. Nous devons tout aussi garantir une gestion judicieuse des ressources mobilisées pour la réalisation des interventions programmées. Cette responsabilité revient en priorité aux acteurs nationaux impliqués dans la riposte. Il n'y a pas de doute qu'en faisant cela, on est en droit d'atteindre une contribution plus accrue des partenaires financiers pour l'atteinte des objectifs globaux de lutte contre le VIH-Sida auxquels la Guinée a souscrit. Au cours de cette assemblée générale, les techniciens étaient là. Ils ont exposé sur le cadre stratégique d'intervention, suivi et évaluation des projets, la prise en charge psychosanitaire des malades, la mobilisation des ressources, la gestion financière et le fonctionnement des sites de dépistage volontaire et de traitement gratuit. Du côté de l'Assemblée nationale, le débat sur la parité refait surface, une cause soutenue par le réseau des femmes parlementaires guinéens. Ces femmes et autres représentants des partis politiques revendiquent plus de représentativité de la gente féminine dans les instances de prise de décision. Robert Sidtono revient sur ce débat. Comment harmoniser davantage les stratégies d'action pour une grande représentativité des femmes dans les instances de prise de décision? C'est autour de cette question que ces représentantes membres du réseau des femmes parlementaires, représentantes des partis politiques, se sont retrouvées pour échanger des stratégies et les expériences. Ces débats devraient déboucher sur l'appui institutionnel du gouvernement canadien et d'autres partenaires pour encourager la parité entre hommes et femmes dans les instances de décision. C'est clair que c'est pas facile. Il y a du travail à faire. Il faut continuer, par exemple, à s'assurer que le projet de loi continue à faire son chemin. C'était mentionné qu'il ne faut pas arrêter avec l'adoption de la loi. Il faut continuer à s'assurer de la mise en œuvre, du suivi, de la sensibilisation de la population et de l'engagement des femmes qui ne sont pas encore engagées, de jeunes filles qui représentent le futur du travail que vous faites déjà aujourd'hui. Pour inverser les tendances, ces femmes venues de différentes structures entendent multiplier les initiatives pour une plus grande autonomisation des femmes en termes de formation, de participation à la vie politique, de promotion des activités génératrices de revenus et la connaissance des droits de la femme. Qu'on débatte clairement et que notre vision soit prise en compte, à savoir pas de recul, plus de discrimination à l'égard des femmes. Et c'est le lieu de féliciter le chef de l'État qui n'a pas accepté de promulguer ce code et qui l'envoie en seconde lecture pour qu'on s'entende, pour qu'on accorde les violons, pour que toutes les dispositions qui continuent à discriminer les femmes soient extirpées de ce code civil. Le président Alpha Condé est aujourd'hui féministe. Nous le savons parce qu'en dédiant son mandat aux femmes, il n'en a pas fait une action seulement un problème virtuel, mais il l'a opérationnalisé à travers la mise en place de 130 milliards de francs pour les femmes et les jeunes. Et quand les résultats escomptés ne sont pas allés dans le sens de sa vision, il a demandé encore de mettre en place des MIFA. Les regards sont maintenant tournés vers l'appui du gouvernement canadien à la promotion de la femme guinéenne à travers ce projet sous-régional. Au centre directionnel de Koloma, c'est une course contre la montre pour les occupants illégaux. Ils ont 72 heures pour libérer les lieux, un ultimatum lancé par le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Accompagné de ses cadres, Ibrahima Kourouma s'est rendu lui-même sur le site pour informer et sensibiliser les occupants sur l'importance que revêt ce domaine. Un domaine de l'État réservé à une bonne partie de l'administration guinéenne et aux ambassades. Compte rendu Mangafo Detouri. Le centre directionnel de Koloma est pris en otage par des occupants illégaux malgré les efforts de sensibilisation des autorités. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, sur instruction du président de la République, rencontre les occupants pour libérer les lieux. Les autorités de Kapororaï sont mises à contribution pour la sensibilisation en vue d'une opération sans casse. Nous venons aujourd'hui encore pour tous réitérer l'engagement du ministre sur le terrain par rapport au déguerpissement. Ce que j'ai à lancer par les occupants, c'est de leur dire de tout faire pour respecter
l'engagement qu'eux-mêmes ils ont pris devant le ministre pour ne pas qu'on casse leurs biens. Je continuerai toujours à faire la sensibilisation pour que tout le monde comprenne afin qu'on ne casse pas en tout cas le bien de quelqu'un. Plusieurs missions d'information sont passées avant le ministre. Les occupants font la sourde oreille. Des garages et autres encombrants physiques entourés de gargotes sont toujours en place. Dr Kourouma sensibilise les occupants et donne enfin 72 heures avant le lancement des opérations de déguerpissement. Déjà dans un premier temps, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué un schéma qui a été mis sur pied. Il y a eu d'abord les inspecteurs qui sont venus, qui les ont rencontrés pour que les gens quittent. Nous avons fait ensuite un communiqué radiodiffusé pour que les gens quittent. Nous avons envoyé un huissier pour donner des documents pour que les gens quittent. Et cela, ça fait déjà près de 2 mois que nous sommes là-dessus. Parce que le président de la République, son souhait, ce n'est pas de brutaliser la population. Il exige de façon très claire qu'on ne fasse pas la brutalité. Il tient à ce que les gens quittent de façon normale et qu'on crée des conditions pour que les gens puissent quitter. Alors c'est ce que nous avons fait depuis plus de 2 mois. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase où moi-même, en tant que ministre, je suis venu sur le terrain pour demander aux gens de quitter. Donc nous allons mettre cette brigade pour que les gens, de façon volontaire, qu'ils acceptent de quitter tranquillement pour que lundi, à partir de lundi, les opérations se fassent. Pour cette nouvelle opération de déguerpissement, le gouvernement informe et sensibilise les populations sur la nécessité de libérer le site en évitant de casser. L'objectif serait de permettre aux investisseurs d'entamer les travaux pour décongestionner le centre administratif de Kalo. C'est un grand pas franchi dans l'administration judiciaire en matière criminelle. Il existe désormais une chambre criminelle. Elle a pour mission de réexaminer les recours formulés par les personnes condamnées au niveau des tribunaux d'instance. Une avancée qui garantit le droit de défense des condamnés en première instance. Kerno Younoussaba pour plus d'informations. C'est une réponse à la lutte contre l'impunité. L'organisation judiciaire actuelle donne possibilité aux personnes condamnées en matière criminelle de faire appel de la décision rendue en instance. Les 2 cours d'appel du pays, Conakry et Kankan, disposent désormais chacune d'une chambre criminelle pour le réexamen des recours. Cette avancée garantit le droit de défense des personnes déjà condamnées pour des actes criminels au niveau des tribunaux de première instance. Désormais, lorsque un jugement est rendu au niveau d'un tribunal de première instance, par exemple de Pita, l'affaire peut venir en appel au niveau de la cour d'appel. Et la cour d'appel va réexaminer cette affaire et ainsi, si les parties sont d'accord, ok, si elles ne sont pas d'accord, il y a un autre volet, c'est celui d'aller au niveau du pourvoi en cassation. La seule chose qu'il y avait, c'était immédiatement après la décision, c'était le pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Maintenant, aujourd'hui, on a l'avantage de recevoir plus d'une quinzaine de dossiers. Une dizaine de recours est formulée par les justiciables. Vendredi prochain, on a près de 5 dossiers qui vont passer. Il y a 2 dossiers de meurtre et 3 dossiers de viol. Mais l'avantage que nous avons, c'est que la Chambre va siéger en collégialité. Il y aura un président avec ses 2 assesseurs. Maintenant, à côté, il y a le ministère public et puis le greffier. Mais toutes ces personnes qui passent devant cette chambre criminelle, ces personnes doivent être assistées par un avocat. Avant, le rôle des cours d'appel ne s'est limité qu'à la tenue des assises et au réexamen des affaires non criminelles. Avec cette nouvelle disposition, la justice se veut plus accessible et fait montre de célérité dans la gestion des affaires. Le programme de réforme de la sécurité et de la protection civile se poursuit en Guinée. Une vingtaine de formateurs renforcent leurs capacités sur les techniques d'intervention et de sécurisation des personnalités. Ça s'appelle de la protection rapprochée et c'est une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Mariam Kamara Al-Gassimba signe ce reportage. 24 agents de sécurité, dont 2 femmes, bénéficient de cette formation en technique d'intervention et de sécurité rapprochée des hautes personnalités. C'est le tout premier module au compte de la formation des formateurs en protection rapprochée, un programme de renforcement des capacités des hommes de terrain. Cette formation s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de sécurité initiée et soutenue grâce à la vision politique du président de la République, commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé. Vous devez vous mettre à l'évidence que
nous rentrons dans une phase axée sur l'efficacité et l'efficience. Au cours de cette formation, les notions abordées ont été les techniques de communication et de déontologie en matière d'intervention, les principes généraux de sécurité d'action, les techniques de base self-défense avec TONFA, les protections des hautes personnalités et tenez-vous bien que toutes ces notions ont été accompagnées des exercices de simulation. Cette formation cadre avec la réforme du secteur de sécurité en cours. Les techniques en sécurisation de cortège, en évacuation et autres mécanismes d'escorte sont enseignés par des experts français. Une nouvelle dynamique a vu le jour avec une réelle volonté de pérenniser cette école par l'organisation de nombreuses formations continues et par une remise à niveau constante de ses formateurs. Cette formation, qui a suscité un très grand intérêt de la part des stagiaires et même au-delà, sera sans aucun doute démultipliée et complétée d'un niveau 2 dans l'enseignement des techniques de protection rapprochée. Par ailleurs, l'équipe des formateurs a déjà commencé à travailler sur un module dédié à la protection rapprochée de personnes. Les bénéficiaires de la formation sont appelés à restituer leur savoir-faire aux autres agents dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Un programme qui entre dans sa 3e phase et qui permettra d'enraciner les acquis préalablement obtenus. Des jeunes dans la gouvernance, le ministère de la Jeunesse en fait son cheval de bataille. Il vient de procéder au lancement du projet d'appui à la participation des jeunes pour la gouvernance. 20 communes urbaines et rurales sont concernées par ce projet qui s'étendra sur une durée de 18 mois. Explication d'Aouda Tabansila. Amener les jeunes à être moins violents et irrespectueux des lois de la République est une préoccupation du gouvernement et ses partenaires. Ce projet d'appui à la participation des jeunes pour la gouvernance touche 20 communes, dont 11 urbaines. Le projet porte sur 18 mois. C'est un projet important en ce qu'il mobilise les jeunes dans une démarche inclusive à la base, à travers des structures consultative pour participer au diagnostic sur les causes des conflits, des problèmes souvent constatés et aussi faire en sorte que les préoccupations des jeunes soient prises en compte au niveau local. Pour une meilleure exécution de ce programme en faveur des jeunes, le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeune est appuyé par ses homologues de l'Unité nationale, de la paix, de l'administration du territoire et de l'action sociale. Ce projet est beaucoup plus salutaire. Pourquoi? Quand vous prenez le genre, c'est les femmes, c'est les hommes et surtout les personnes vulnérables. Les femmes ont des problèmes quand il y a des conflits dans les différentes zones qui ont été ciblées par ce projet. Donc ça renforce non seulement nos politiques, nos programmes, et je pense que c'est un acquis pour la Guinée, parce que la place des femmes, l'implication des femmes à la consolidation de la paix est beaucoup plus salutaire. L'UNFPA, l'UNICEF, l'UNESCO sont les partenaires qui soutiennent ce projet auprès du gouvernement à hauteur de 1 442 360 $ US. Pour ces institutions, investir dans la jeunesse, c'est investir dans la paix, la sécurité et la stabilité. Les agents du système des Nations Unies vont travailler sous le leadership du gouvernement, la Guinée, et apporter un appui technique et un accompagnement à travers le comité de pilotage de ce projet. Pour le gouvernement et ses partenaires, ce projet constitue une réelle synergie d'action, de consolidation de la paix et de développement local. Développement local des fournitures scolaires et des kits sanitaires pour les populations de la commune urbaine de Bofa. C'est un geste d'un fils de terroir, une manière pour lui de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens de cette localité. Reportage signé Fodé Camara. Des fournitures scolaires pour les élèves du lycée historique Mariam Gouabi de Bofa, des dizaines de lits d'hospitalisation et des matelas pour l'hôpital préfectoral, ainsi que des fauteuils roulants pour des personnes à mobilité réduite. Un don du maire de la commune urbaine de Bofa. Sur le visage des bénéficiaires, la joie et la satisfaction se lisent en réceptionnant ces équipements.
Alors aujourd'hui, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui nous anime quand nous recevons ces fournitures en direction de nos élèves pour les motiver les enseignants afin qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes pour la formation de cette jeune génération qui constitue la relève de ce pays. Ma priorité, c'est l'éducation. Donc sans l'éducation, on ne peut rien faire dans la vie. Donc il faut apporter le soutien nécessaire à nos écoles. L'État seul ne peut pas tout faire. Donc chacun de nous peut contribuer pour aider nos parents à inscrire les enfants et à aider les enfants aussi à avoir le courage d'étudier. Donc c'est en cela qu'on pourrait faire avancer notre pays. Contribuer au développement socio-économique du pays est l'ambition affichée par les autorités de la commune urbaine. Cet appui vient encourager les populations de la localité, notamment les jeunes élèves. C'est une grande réjouissance pour nous d'avoir aussi des cadeaux importants comme ceci. Et nous remercions sincèrement notre maire de Boffa, M. Serbakissi, puisque nous sommes aussi en manque de fournitures ici parfois. Donc s'il nous donne aussi des cadeaux comme ça, c'est important pour nous. L'objectif des kits sanitaires est de lutter contre les maladies transmissibles pendant les soins dans les hôpitaux. Une action qui rassemble tout le personnel soignant de l'hôpital préfectoral. Les agents visiblement satisfaits du geste visant à protéger à la fois patients et médecins traitants. Et ce communiqué du gouvernement suite à la détection d'un cas de fièvre Lassa. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé ont été informées par la direction préfectorale de la santé de Mamou de la détection d'un cas de fièvre de Lassa. Il s'agit d'un homme de 35 ans habitant la préfecture de Kissidougou et admis à l'hôpital régional de Mamou le 28 janvier 2019. Le résultat du test sanguin du 1er février 2019 a confirmé la présence de la fièvre hémorragique de Lassa. Pour le moment, aucun autre cas n'a été notifié. En application du règlement sanitaire international RSI, une réunion de crise a été tenue dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité sanitaire le 2 février 2019. Cette réunion a regroupé, outre les cadres du ministère de la Santé, de l'élevage et de l'environnement, de nombreux partenaires du système de santé. À l'issue de cette réunion, il a été décidé de l'envoi d'une mission d'investigation sur le terrain pour appuyer les équipes sanitaires des préfectures de Mamou et Kissidougou dans leurs efforts de contrôle de cette maladie. Information sur la maladie de la fièvre de Lassa et mesures de contrôle. La fièvre de Lassa est une maladie hémorragique virale transmise par les rongeurs, petites souris à l'homme à travers les fluides corporels, sang, urine et sel. Elle se manifeste par les principaux signes suivants: fièvre, douleur thoracique, céphalée, vomissement, diarrhée, douleur articulaire et dans sa forme la plus grave par les saignements. Toute personne présentant ces signes, particulièrement celles en provenance des préfectures de Mamou et de Kissidougou, doivent se rendre dans la structure sanitaire la plus proche. Autre mesure, se laver les mains régulièrement, laver à l'eau propre et au savon tous les ustensiles de cuisine et les conserver à l'abri des rongeurs. Éloigner des habitations les ordures ménagères et déchets de toute nature. Éviter toute manipulation ou consommation de rongeurs. Éviter tout contact avec les urines et les excréments des rongeurs. Éviter de manipuler sans protection les sécrétions organiques, sang, urine, sel, etc. de tout malade présentant une fièvre avec ou sans saignement. Lutter contre la présence des rongeurs dans les lieux d'habitation et tout lieu recevant du public, hôtels, restaurants, maquis, etc. En tout état de cause, le ministère de la Santé reste à la disposition de la population pour donner les informations sur l'évolution et les mesures additionnelles de contrôle de cette maladie. Le ministre d'État, ministre de la Santé, Dr Edouard Nyakwe Lama. Et puis, notre coup de projecteur porte ce soir sur l'activité des cambistes à Conakry. Ils sont nombreux ceux qui pratiquent ce commerce de change de devises. Mais si certains le font de façon officielle, d'autres par contre évoluent dans la clandestinité. Pourtant, le secteur est bien réglementé du côté de la Banque centrale à travers des mesures. Quelles sont ces mesures? Éléments de réponse dans ce reportage grand format de Maurice Sidibi. Aux alentours de l'aéroport international de Conakry-Bessia, ils passent la journée à la recherche des clients. Ces opérateurs
vendent et achètent dans la rue les monnaies étrangères. Les voyageurs et autres étrangers touristes, notamment, sont leurs cibles. Le service d'échange rapide d'une monnaie étrangère à la monnaie locale ou inversement génère des bénéfices. La transaction monétaire hors système bancaire a sa clientèle en Guinée. Je suis venu prendre de l'argent. Comme ça en est aujourd'hui, je parti jusqu'à la banque. Je préfère venir jusqu'à l'aéroport ici. Ça me permet d'accélérer mes affaires plus rapidement. Le retard à la banque, ça joue sur mes affaires. Parce que là, par exemple, si je dois aller quelque part à 14h, si je viens à la banque, je peux faire là-bas. Si par exemple, j'ai 2, 4, 5 km à parcourir, donc je peux faire une heure et quelques à la banque avant d'avoir d'argent. Mais quand tu viens ici, tu viens, on te donne et tu t'en vas. Ces cambistes ambulants sont devenus les démembrements des bureaux d'échange officiellement agréés. Plusieurs s'approvisionnent en devises au niveau de ces établissements. Officiellement, leur présence est tolérée pour assurer des échanges avec des montants en dessous de 200 € ou dollars. Mais certains d'entre eux disposent d'une masse monétaire qui leur permettent souvent de faire des échanges importants. Cette situation expose les cambistes au cas d'arnaque et de vol. Avoir 1000 là, c'est très rare, très rare, honnêtement. Les petits montants, 50, 100, tu vois beaucoup, peut-être 200. C'est comme ça qu'on va ici. J'ai pris de l'argent ici. Il y a un ami qui m'a envoyé d'aller verser de l'argent à la banque, une somme de 70 millions. Je suis sorti à la route là, il y a des gens qui se sont arrêtés devant moi, ils sont véhiculés. 3 personnes derrière, une femme devant avec le chauffeur, ça restait une seule place. On me dit, papa, vous partez où? Je dis, je vais à Matoto. Dès que je suis venu, et on me dit monter, je suis monté. Dès que nous avons bougé ici en se dirigeant vers le marché d'aviation, le monsieur me dit, papa, le chauffeur même en personne, il dit, votre porte n'est pas bien fermée. Alors, je tenais mon sac comme ça, je me suis contourné comme ça. La main qui coche vers la portail ne peut pas ouvrir la porte. Il faut que je prenne l'autre bras pour contourner comme ça. Dès que j'ai contourné, celui qui est à côté de moi, il s'est appuyé de moi en voulant m'aider pour ouvrir la porte. Celui qui est derrière lui a ouvert le sac, il a pris 10 millions. J'ai ces difficultés-là. Ça s'est fait aussi avec nos clients. Il y a certains clients qui viennent ici, quand ils prennent de l'argent en partant, on le fait des choses comme ça. Pour mieux réglementer l'exercice de l'activité des cambistes en Guinée, la Banque centrale surveille à la loupe le secteur. Selon certains experts, le manque de contrôle pourrait favoriser le blanchiment d'argent et des financements douteux. Il n'y a aucune relation directe entre la Banque centrale et les cambistes ambulants que vous rencontrez ça et là dans les rues et sur différentes places de Conakry. La Banque centrale a des relations très fournies avec les bureaux de change qui ont été agréés en bonne et due forme. Les bureaux de change travaillent avec nous et avec les banques commerciales et dans le cadre des indications fournies par les instructions pertinentes de la Banque centrale. Les reporting doivent se faire à tout moment entre les bureaux de change et la Banque centrale pour que tous les aspects de leurs activités puissent être analysés dans le cadre de la gestion intégrée du marché d'échange en République de Guinée. Maintenant, pour rappeler le cas des changeurs ambulants, et d'ailleurs je dois préciser que progressivement cette activité devrait tendre à disparaître parce que de toute façon le mouvement dans lequel nous nous sommes lancés dans le cadre de la politique vigoureuse de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans laquelle la Banque centrale s'est engagée. Et cette politique-là voudrait que tous les mouvements de devises puissent être retracés dans un mécanisme très bien fixé et qui est appelé à être huilé au fur et à mesure que nous avançons. En 2017, plus de 44 bureaux d'échange officiels ont été agréés par la Banque centrale de la République de Guinée. Chaque bureau d'échange est officiellement agréé avec une caution de 100 millions de francs guinéens. Mais ceux qui travaillent dans la rue échappent encore au contrôle public. On en vient à la politique. Les jeunes du RPG Arc-en-Ciel de Cancan célèbrent le 3e anniversaire du second mandat du président de la République, professeur Alpha Condé, au pouvoir. Ils ont manifesté leur satisfaction à travers la présentation des acquis. Plusieurs hauts cadres du pays ont assisté à la cérémonie. L'ancien Kamisoko, Mamadi Gassama.
ces pas de danse authentique de Baten-Abaya, dont le coup d'envoi des festivités marquant les 3 ans du deuxième quinquennat du président Alpha Condé au pouvoir. La cérémonie mobilise toutes les couches socio-professionnelles de la ville. Hommes, femmes et jeunes donnent un éclat particulier à cette cérémonie de reconnaissance. Notre papa, c'est le président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est lui, nous le soutenons. Quand il regarde derrière lui, nous sommes là. Quand il est devant, il regarde devant, nous sommes avec lui. À gauche, nous sommes à droite. Impressionnés par la mobilisation, les cadres du RPG Arc-en-Ciel exhortent les jeunes à resserrer davantage les rangs. Nous allons tous être sur le terrain, sillonner le pays pour expliquer toutes les réformes que le professeur Alpha Condé a pu apporter à la Guinée, le progrès que notre pays a connu et les perspectives qui s'annoncent pour notre pays. Il faut qu'on explique cela aux populations. La population est satisfaite des travaux qui ont été effectués sur le plan infrastructurel, la transformation que subit la région. Franchement, doit conduire la population à accorder encore une nouvelle chance au professeur Alpha Condé, surtout au niveau des élections législatives. À présent, place à notre rubrique Guinée en bref, où le condensé de l'actualité nationale traité sous forme de télégramme. C'est un commentaire signé Hadia Toubari. La gestion des mouvements de foule et la lutte contre les travers sociaux sont des missions dévolues aux unités de gendarmerie. Pour mieux gérer ces différents cas, le haut commandement de la gendarmerie nationale, en collaboration avec la coopération militaire française, démultiplie la formation de ses agents afin de les rendre plus aguerris et professionnels. C'est dans ce cadre que 175 gendarmes des unités mobiles ont bénéficié d'une formation de 6 mois. Ces différents stages dont vient de bénéficier 175 gendarmes visent à qualifier et à outiller le personnel de la gendarmerie mobile de nouvelles techniques professionnelles en conformité avec le cadre légal en vigueur en vue d'un meilleur accomplissement des missions régaliennes de la gendarmerie. Informer et sensibiliser les populations sur le contenu de la Constitution guinéenne est l'un des objectifs du mouvement de citoyens Ma Cause. Cette rencontre est la suite d'une série de séances d'information sur le contenu et le sens de la Constitution. La problématique de la Constitution guinéenne est un sujet sensible pour les uns et épineux pour d'autres, raison pour laquelle il est opportun de faire une réécriture de ce grand document qui représente la vie de notre nation. Les sensibilisations doivent être permanentes auprès de la population à la base à travers nos langues vernaculaires. Ils auraient pu choisir le chemin de l'exil, mais ils ont finalement décidé de rester au pays. Réunis au sein d'une nouvelle plateforme appelée Mozapegui, ces jeunes veulent participer à des programmes de sensibilisation de l'État contre certains fléaux comme la migration irrégulière. Un engagement citoyen qui embrasse d'autres secteurs d'activité. Nous, les partisans de ce mouvement, en faisons un outil de communication et de sensibilisation afin d'éradiquer les fléaux comme l'immigration clandestine, la violence, les relations sexuelles non protégées, l'insalubrité, la délinquance juvénile. Le Coran facile pour tous est un ouvrage de 99 pages. Le journaliste Moussa Sissé est l'auteur. Depuis 15 ans, il travaille sur le concept de la charité islamique. Ici, la zakat et le waf deviennent des moyens efficaces de lutte contre la pauvreté. La philanthropie, c'est à la fois l'esprit de sacrifice et de charité, mais institutionnalisé, c'est-à-dire exécuté dans un cadre institutionnel tel que recommandé dans le chapitre 9, verset 60 du Coran, qui dit que la charité doit être attribuée à qui, y compris les gestionnaires. Un tournoi de football pour renforcer les liens entre le corps médical. Première du genre, la compétition regroupe 7 équipes venues des établissements hospitaliers de la ville de Conakry et des partenaires techniques et financiers. Le tournoi est organisé par la pharmacie centrale de Guinée. Le match d'ouverture oppose la formation du CHI Ignasdine à celle de l'hôpital national d'Onka.
Au terme du match, c'est l'équipe de l'hôpital Niasdine qui s'impose sur le score de 3-0. C'est pour montrer également qu'il est extrêmement important de faire de l'exercice physique, mais aussi par le football, on peut sûrement se mettre ensemble parce que nous défendons une seule et unique chose, c'est la santé de nos populations. En bref et en image, le Oroya Athletic Club a décroché sa première victoire cet après-midi en phase de groupe de la Ligue africaine des champions. Les Rouges et Blancs du Matam ont dominé Platinum FC du Zimbabwe d'1-0. Cette victoire relance le champion de Guinée dans le groupe B à égalité de points avec l'Espérance de Tunis et Orlando Pirates qui s'affrontent en ce moment même en Afrique du Sud. C'est une brève de Abdul Aziz Baldi. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous pour votre obligeante attention. Demain, l'info revient avec Adel Camara en journée. Et moi, je vous retrouve à 20h30. Passez un excellent week-end et à demain.